Vous le savez, ce qui est essentiel pour moi, c'est finalement les liens que l'on crée avec les gens autour de nous, mais surtout la qualité de ces liens. Mais malheureusement, comme on a tous des névroses, c'est jamais nickel nickel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gwenaëlle Percio. Gwenaëlle, c'est une psychologue clinicienne qui a écrit 2 ouvrages sur les blessures d'attachement. Le premier, c'est guérir des blessures d'attachement, et le deuxième, c'est couper des autres, couper de soi. Et avec Gwenaëlle, on va vraiment parler de l'attachement, des blessures d'attachement, de comment ça fonctionne l'attachement, tout ce qui concerne l'attachement dans nos liens avec nos familles, nos amis, mais aussi évidemment amoureuses, en fonction de notre histoire, en fonction de là où on se trouve, comment on fait aussi évidemment pour les guérir, ces blessures d'attachement. Bref, c'est un épisode que je trouve vraiment super, super intéressant. J'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Grégory. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, je suis ravie de parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps et qui je pense est intéressant pour plein de gens, donc merci pour l'invitation. Non, mais je suis ravi. Et on peut dire que tu as beaucoup de patience parce qu'en fait, pour les dessous de l'histoire, on a déjà enregistré l'épisode tous les deux. J'ai eu un problème technique. Et donc, tu as la grande amabilité de refaire l'épisode avec moi. Donc, c'est hyper gentil. C'est hyper gentil. On va parler effectivement d'un sujet qui touche tout le monde, globalement, autour des relations. Et on va parler d'attachement. Pourquoi est-ce que l'attachement, c'est si important quand on parle de relations ? Donc l'attachement, historiquement, ça s'est intéressé d'abord à la relation parent-enfant, mais assez rapidement, les chercheurs et tous ceux qui se sont penchés là-dessus se sont rendus compte que toute la vie, c'est une histoire d'attachement, pas seulement le début, quoi. Ça paraît évident, évidemment, un petit bébé, il s'attache à ses parents, en particulier à sa mère, pas juste pour survivre, parce que l'humain est particulièrement dépendant comme espèce animale. Mais ça, c'est vrai finalement tout au long de la vie. Si on prend l'autre extrême, la fin de vie, là aussi, on est dans des grandes dépendances, puisqu'on est évidemment beaucoup plus vulnérable, notamment physiquement, mais parfois psychologiquement, cognitivement. Et puis entre les deux, en fait, ce ne sont que des histoires de relations aux autres et donc d'attachement à un autre qui à la fois est un soutien, donc c'est le propre de la relation d'attachement, on va en reparler, mais qui est aussi la source de nos plus grandes joies et de nos plus grands émois, on va dire, de tristesse, de colère, etc. Donc l'attachement, comme disait John Bowlby, c'est du berceau jusqu'à la tombe. Et c'est à la fois un de nos grandes sources de préoccupation et aussi une de nos grandes sources de développement personnel, de croissance, d'opportunité de devenir qui on est grâce à la relation à l'autre. C'est pour ça que c'est un sujet vraiment important. Et d'autant plus que moi je crois, quand on parle de ce qu'il faut accomplir dans sa vie, c'est quoi une vie réussie, de quoi je serais fier sur mon lit de mort, qui sont des questions que je me pose assez régulièrement, en fait. Ça peut sembler un peu glauque comme ça, mais en réalité, je crois qu'elles sont assez cruciales. Et je crois que à la fin, en particulier quand tu t'intéresses à des personnes âgées qui sont sur leur lit de mort, justement, et que tu leur demandes c'est quoi le plus important, c'est la qualité des relations que tu as eues, la qualité et la profondeur des relations que tu as eues. Et en ça, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment la sensation que plus ces relations sont belles, saines, équilibrées, ancrées, c'est d'autant plus important. Je sais pas si toi ça résonne avec toi, mais je pense que ça va un peu dans le même sens. Oui, c'est ce qu'on appelle les questionnements existentiels. Quel est le sens de mon existence ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai vécu cette vie ? Surtout si c'est la fin de celle-ci. Et bien sûr, il y a pas mal de bouquins qui sont sortis là-dessus et ça ne tourne toujours que autour d'un grand sujet. C'est quelle a été la relation avec les autres, soit heureuse, soit malheureuse. Et c'est aussi parfois des moments terribles de regret, de remords, d'avoir l'impression d'être parfois passé à côté de sa vie en s'étant trop intéressé à des choses qui finalement sont tellement superficielles, comme le matérialisme. Donc moi ça me passionne tout ça, c'est le grand champ aussi dans mon domaine de la psychologie existentielle, avec des grands auteurs comme Irving Yalom, Viktor Frankl, Abraham Maslow, tous ces grands penseurs qui sont allés bien au-delà juste de la psychologie dans le sens gestion des émotions, pensée, etc., qui sont allés vraiment sur des questionnements
qui rejoignent d'ailleurs la spiritualité, pourquoi je suis là. Et à la fin, la question est effectivement, la réponse est le lien, quoi. Le lien à soi, le lien à l'autre, et le lien à l'autre parce que le lien à soi est inversement. Hein. Alors on va parler d'attachement. D'abord, peut-être tu peux nous définir les différentes typologies d'attachement, parce qu'en fait, ça commence par là. Et après, on va diguer, on va creuser dans ces différentes typologie d'attachement. Donc, effectivement, un des grands apports de la théorie de l'attachement, c'est d'avoir identifié 4 styles d'attachement qu'on a chez les enfants, chez les adultes. Donc, on les nomme comme ça, un peu comme des catégories, mais après, je reviendrai sur la subtilité de tout ça. Hein. Je veux surtout pas donner l'impression que c'est juste des cases et que chacun rentre dans des cases. Mais pour que ça soit clair, quand même, c'est bien de partir de ça. Donc, le premier attachement qui va quand même concerner, a priori, une personne sur 2, hein, que ce soit enfant ou adulte, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure. On dit aussi sécurisant. C'est les personnes qui ont eu une vie plutôt tranquille, hein, ça veut pas dire qu'il s'est rien passé, mais globalement, il y avait quelque chose qui était suffisamment sécurisant dans leur environnement et surtout de la part de leurs parents pour qu'ils grandissent avec une confiance en eux-mêmes, dans leurs capacités, dans l'autre, hein, dans le fait de demander de recevoir de l'aide, et puis globalement dans le monde, une vision plutôt positive justement du sens de l'existence, de pourquoi être là et que faire de cette incarnation. Donc ça, c'est l'attachement sécure, qui est globalement un peu comme un fleuve plutôt tranquille. Et ensuite, on a 3 attachements dits insécures. Donc là, il y en a 3, parce que là, c'est un peu plus subtil, avec 3 manières en fait différentes de faire face aux adversités de la vie. Puisque qui dit attachement insécure dit difficulté, adversité, épreuve, voire traumatisme, petit traumatisme ou grand traumatisme. Donc là, c'est des gens qui ont vécu des choses pas simples dès le début de leur vie, donc dans l'enfance avec les parents. Ça peut être plein de choses, ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, ça peut être des événements, des maladies, des accidents, des deuils, plein de choses. Hein. Malheureusement, la liste est longue. Et leur psychologie s'est construite sur un mode spécifique pour faire face à ça. Donc il y a 3 modes différents. Le premier, c'est le mode, on dit évitant, on dit aussi détaché. Là, la manière de faire face à l'adversité chez ces gens-là, qu'on appelle donc les évitants, c'est de se protéger des émotions. Des gens qui ont été blessés dans leurs émotions. Hein, parfois, c'est juste parce qu'il y avait personne. En fait, ils étaient un peu dans un no man's land. Donc, c'était difficile tout simplement de gérer. Donc, une bonne manière de faire ça, c'est de plus sentir ou de moins sentir. Pour d'autres, il y avait peut-être des gens, mais on leur a fait comprendre que c'était pas bienvenu, quoi, d'avoir des émotions, d'aller mal, de prendre de la place, de demander de l'aide. Donc, idem. Et ils se sont dit, moi, je vais essayer de sentir le moins possible. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'inhibition émotionnelle et qui va créer une inhibition relationnelle. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être moins dans les relations que la moyenne pour se protéger des émotions qui en découlent. Hein. Si, par exemple, je suis dans un couple, mais je l'investis pas vraiment, quoi. J'y suis sans y être. Au moins, je risque moins d'être blessée, rejetée, abandonnée, exclue ou autre. Donc ça, c'est le premier mode d'attachement insécure, les évitants. Ensuite, on a les anxieux, qu'on dit aussi préoccupés, voire fusionnels. Eux aussi ont vécu des moments où leurs émotions n'étaient pas accueillies, mais chez eux, souvent, c'est des histoires d'enfance où, globalement, il y avait beaucoup d'émotions, mais trop. Un peu dans tous les sens, de l'anxiété, des crises, de la colère, des choses où, globalement, les émotions, là, n'étaient pas régulées non plus, comme chez les évitants, mais eux, sur un mode plus. Alors que chez les évitants, c'est plutôt moins. Donc, ces personnes-là, eux, ils vont grandir en adoptant plutôt une stratégie de surémotionnalité, avec beaucoup de demandes surtout. C'est des gens qui vont être, donc on dit préoccupés, fusionnels, parce qu'ils vont demander de la présence, de l'attention, des compliments, des phrases qui rassurent, qu'on soit là à côté d'eux pour faire des choses qui sont difficiles, où ils se sentent pas à la hauteur pour le faire seul, etc. Donc c'est un comportement anxieux, pas dans le sens classique de l'anxiété, nervosité, mais dans le sens de seul j'y arrive pas, donc j'ai besoin des autres, sinon c'est trop difficile. Donc c'est cette anxiété de relation en fait, dont on parle là. Et le dernier style d'attachement qui est plus rare parce qu'il est beaucoup plus
compliqué aussi, donc c'est une bonne nouvelle qu'il soit plus rare et plutôt signe de problèmes psychiques, c'est l'attachement dit désorganisé. Donc à l'inverse des deux autres qui sont organisés, là on est sur des comportements qui changent beaucoup. Parfois la personne, elle demande de l'aide, elle a absolument besoin qu'on la rassure, donc elle est plutôt anxieuse. Et puis à d'autres moments, mais parfois même d'une heure à l'autre, elle va être à l'inverse complètement évitante, toute seule. Il faut pas la toucher, il faut pas lui parler. Elle disparaît même. Elle peut partir par exemple. Et c'est pour ça qu'on dit désorganisé, parce que c'est des gens qui sont parfois très évitants, parfois très anxieux, et aussi souvent sujets à beaucoup de crises. Donc crise d'angoisse, crise de colère, crise de désespoir. Donc c'est plus rare, c'est toujours lié à des gros traumas dans l'enfance, soit des traumas de commission, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, ils ont été maltraités émotionnellement, physiquement, voire sexuellement, ou des traumas qu'on appelle d'omission, c'est-à-dire ils ont beaucoup manqué. Il y avait soit personne, soit quelqu'un, mais en fait des parents qui n'étaient pas là, parce que même avec des problèmes psy, des graves événements, enfin voilà, là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus lourd, quoi. Voilà, donc ça c'est les 4 grands styles. Ok. Est-ce que y a une manière de comprendre? Est-ce que d'abord, quel que soit le type de relation dans lequel on est, c'est-à-dire professionnelle, amicale, amoureuse, on va être dans le même type d'attachement? Donc c'est un style qui est associé à ma personne, ou c'est un style qui est associé à la typologie d'attachement dans laquelle je rentre? Chez l'adulte, ça va s'homogénéiser quand même. C'est-à-dire que ça va être avant tout lié à la personne. Ça se rapproche des personnalités. La personnalité, ça vient du mot grec persona qui veut dire masque. Donc ça signifie qu'on se construit une manière d'être au monde, de manière inconsciente évidemment. Et je vais faire avec cette manière parce que c'est la meilleure manière que j'ai trouvé inconsciemment pour faire face à mes blessures. Mais il peut y avoir quand même des subtilités. C'est là où on sort de l'approche catégorielle un petit peu restrictive et binaire, c'est que on peut être par exemple assez sécure au boulot. Typiquement les soignants. Moi je suis psychologue, donc je prends l'exemple des soignants. Je vois plein de collègues qui sont des bons soignants, qui sont sécurisants pour leurs patients, qui sont capables, par exemple, de demander de l'aide aux collègues, de travailler ensemble, qui sont vraiment une bonne base de sécurité, avant tout pour leurs patients, c'est leur boulot. Donc on peut dire que dans le boulot, ça roule, quoi. Et puis quand tu t'intéresses à leur vie amoureuse en particulier, parce que c'est un des domaines les plus sensibles évidemment, parce que c'est là où on est le plus proche de l'autre, eh bien tu vas te rendre compte que là, pour le coup, c'est beaucoup moins sécure, qu'il peut y avoir des parts évitantes, des parts anxieuses, que la relation avec les enfants peut être compliquée aussi. Là aussi, c'est un domaine qui est délicat. Donc ça montre bien que, tu vois, on peut acquérir des compétences à un endroit, s'être sécurisé, surtout si on a par exemple 10 ans, 20 ans d'expérience, qu'on est reconnu, que c'est quelque chose où on a bien investi ce domaine-là, on sait que là on est bon. Par contre, dans l'intimité d'un couple ou dans les défis de la parentalité, être à nouveau confronté, tu vois, à ces noyaux traumatiques non résolus, c'est comme ça qu'on en parle en psychologie, c'est-à-dire ces blessures d'attachement qui viennent de l'enfance et qui sont pas encore guéries complètement et qui du coup ressurgissent. Typiquement, ça ressurgit quand on devient parent, ça ressurgit quand il y a des grosses crises de couple, dans tous ces moments délicats, où là on est quelque part beaucoup plus poreux, beaucoup plus sensible. Et c'est là où c'est plus subtil, en fait. Et est-ce qu'on est capable de... Chaque personne qui nous écoute, par exemple, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément le meilleur recul sur soi-même, en fait. Et comment on peut faire pour définir son propre style d'attachement? C'est-à-dire... comprendre où est-ce qu'on se positionne exactement. On a tendance à le faire sur l'autre, avec la personne avec laquelle on est en relation, que ce soit amoureuse ou autre. Mais sur soi-même, parfois, on a un peu de mal à définir. Comment faire? Oui, par définition, on a des zones aveugles. Ça a été quand même bien compris grâce à notamment la psychanalyse. C'est tous les phénomènes de l'inconscient et des parties de nous qu'on n'arrive pas à voir parce qu'il y a des défenses psychologiques. Et c'est particulièrement vrai quand on est très insécure, parce que plus on est insécure, donc plus on a vécu des traumas, des choses difficiles, donc plus il y a des défenses, donc moins on a accès à la connaissance de soi. Et d'où le besoin souvent d'aller voir quelqu'un d'autre pour être aidé, notamment un thérapeute. Donc pour répondre à ta question,
moi, je trouve que l'attachement, c'est quand même vraiment précieux comme champ de connaissance de soi parce que c'est à la fois subtil et en même temps pas très compliqué. En tout cas, tu vois, quand je définis les 4 styles d'attachement, déjà, on peut se dire, bon, bah, moi, je suis plutôt là, nanana. Donc, c'est assez accessible. Hein. Il y a beaucoup de supports là-dessus. Il y a des vidéos, des livres, etc. Donc, moi, j'invite souvent les gens à d'abord s'intéresser d'un point de vue théorique à tout ça, d'aller un peu plus loin que les 5 minutes que j'ai prises tout à l'heure pour expliquer dans les grandes lignes, tu vois, d'aller vraiment voir de quoi on parle vraiment et de voir déjà si ça résonne. Hein, plutôt que de le prendre avec la tête, moi je préfère toujours laisser parler le corps et la résonance du cœur aussi et dire ok ça résonne en moi ou ça résonne peut-être plus trop maintenant mais bon sang ça c'était moi quand j'avais 25 ans quoi. Donc j'ai évolué mais ça c'est tout moi quand j'avais tel âge ou telle période de ma vie quoi. Donc ça c'est déjà moi je trouve un premier outil tu vois d'introspection, de curiosité, c'est pas les supports qui manquent. Et puis ensuite, je trouve que interroger les autres, hein, ceux qui nous connaissent bien, donc son conjoint, sa conjointe, les amis, les vrais amis, ceux qui nous connaissent bien, va nous aider beaucoup en disant écoute, regarde, j'ai découvert ce truc de style d'attachement, tiens, lis ça, tu me verrais où. Et là, parfois, on peut être étonné. Typiquement, tu vois, les évitants, par définition, vu qu'ils sont dans l'évitement, ils voient encore moins que les autres leur zone aveugle. Donc, ils peuvent se dire, oh non, mais moi, je suis sécure, hein. Moi, ça va, mais pas de problème d'émotion. Bon. Et puis, leur femme, elle va leur dire, hein, tu sais, mon chéri, quand même, au niveau des émotions, tu te souviens ce que je te reproche souvent, que j'ai pas accès à toi, que tu me dis rarement je t'aime, que j'aimerais bien que on vive des choses un peu plus intimes, au moins dans la parole, voire dans le corps, tu vois. Et là, t'as l'écart qui arrive, quoi. Tu dis les femmes, est-ce que chez les évitants, tu as plus de genre masculin ou Il semblerait. Ouais. Les études sont pas hyper claires là-dessus, mais quand même, c'est une observation qu'on peut tous faire quand on connaît ça et qu'on voit beaucoup de gens comme les thérapeutes. Moi, je vois plus d'hommes évitants et plus de femmes anxieuses, hein, quand même. D'accord. C'est culturel aussi, tu vois, le rapport aux émotions. On est encore dans une société où une femme se sent quand même plus validée dans le fait de montrer ses émotions, hein, pas trop non plus, sinon ça devient vite une hystérique, hein, il y a encore ça. Et puis l'homme, faut plutôt contrôler. Monsieur, ne montrez pas ses émotions. Hein, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? On est encore vachement là-dedans. En tout cas, on l'était encore beaucoup. Tu vois, moi j'ai 45 ans, j'ai été élevée comme ça, mes parents encore plus. Et même si ça bouge, c'est encore pas mal ça. Hein. D'ailleurs, en parlant des 45 ans, pour les personnes qui ont des enfants, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à éviter, ou peut-être à récupérer s'ils ont des ados carrément, si on se rend pour que les enfants soient dans des attachements plutôt sécures. Donc j'imagine, bon, évidemment, pas de sévices sexuels, etc. Bon, ça me semble assez clair, mais évidemment, mais sans aller jusqu'à ces extrémités, comment on fait pour assurer que son enfant ait un style d'attachement sécure ? Est-ce qu'il y a des choses à faire, des choses à pas faire ? Moi, ce que je conseille le plus souvent, hein, quand j'ai ces questions, c'est pour les parents, pour les adultes qui sont des anciens enfants, d'aller voir eux-mêmes comment ils se sont construits, quel a été leur parcours de vie, hein, de l'enfance, mais pas que. Hein, qu'est-ce qui parfois s'est répété. Et quelque part, le meilleur antidote à l'attachement insécure chez ces enfants, c'est surtout de développer chez soi, en tant que parent, un attachement sécure. Hein, moi, tu vois, j'ai 2 enfants qui ont 15 et 13 ans aujourd'hui. J'étais déjà en thérapie quand j'avais 20 ans, mais quand je suis devenue maman pour la première fois à 30 ans, ça m'a catapultée dans des angoisses pas possibles, mais du coup, ça m'a aussi fait beaucoup grandir en introspection, parce que juste, j'avais pas le choix, hein, ça m'a mis tellement mal, en fait, que j'ai travaillé intensément sur moi pour guérir mes propres blessures, développer enfin un attachement sécure, et j'ai jamais cessé depuis, mais on va dire que quand tu deviens parent, c'est tellement fort en fait les activations de ces noyaux-là, hein, on parle d'activation du système d'attachement, que ça t'invite à aller travailler. Mais
Mais je dis mais parce que moi je l'ai fait naturellement parce que tout ça m'a intéressé depuis toujours. Mais pour beaucoup de personnes, c'est pas si simple de faire cette démarche-là. Mais les enfants sont nos maîtres dans le sens où ils nous poussent un peu. Et moi je dis souvent, si par exemple le budget de la famille permet pas de payer des séances de psy à l'enfant et aux parents, la priorité elle est claire, c'est le parent. Parce que si le parent va bien, et on pourrait aussi parler du couple, si le couple va bien dans une famille, tout le monde va mieux, quoi. Donc, Bien si sûr. les individus vont mieux, le couple va mieux et les enfants vont mieux. C'est la top des priorités. Est-ce qu'une personne... alors, en fait, j'avais plusieurs questions, mais j'en ai plein. Mais peut-être d'abord, je vais passer sur les ados, parce que toi, tu as des ados, après les enfants. Un ado, il est nécessairement dans une relation insécure ou avoidant, ou il peut vraiment être dans une relation... Parce qu'en fait, quand on est ado, a priori, on a un manque de confiance en soi, naturellement, parce qu'on grandit, on ne sait plus très bien comment se positionner. Est-ce que là, il va y avoir parfois des attachements sécures malgré tout, ou ils vont être perdus dans l'espace, on va dire? Non, tous les ados, Dieu merci, ne sont pas, tu vois, des trucs satellisés au fin fond du cosmos. Non, il y a des ados qui vont bien. On pense toujours que l'adolescence, c'est juste une crise inévitable. Moi, je pense qu'il y a un peu à déconstruire ça, déjà. La première chose, il y a des ados qui vont bien, quoi, voire même qui vont très bien. Moi, j'ai parfois vu, alors pas tant dans mon cabinet pour le coup, mais plutôt dans la vie perso, des ados qui étaient déjà des petits bonhommes, des petites bonnes femmes vachement philosophes, plus avancés que certains adultes. Donc déjà, il y a ça. Après, c'est sûr que l'adolescence, c'est une période de remaniement psychique et physique qui est extrême. Et c'est vraiment, c'est comme les premières années de la vie où le corps d'un bébé qui fait 50 cm en quelques années et fait déjà le double, il se passe tellement de choses au niveau physio, et bien l'adolescence c'est pareil, c'est incroyable tout ce qui se passe au niveau neurochimique. Donc forcément que ça se coupe plus. Et un enfant qui est insécure, là pour le coup l'adolescence risque d'être compliqué parce que t'as un peu un double phénomène, t'as l'insécurité qui était déjà là, qui était présente. Et en plus, t'as cette période qui est par essence quand même compliquée et qui dure des années. Et surtout, j'ai envie de rajouter aussi, encore plus aujourd'hui. Je veux dire, moi, mon adolescence, c'était dans les années 80. Ça va, les années 80, on n'était encore pas très loin des 30 glorieuses. Bon, il y avait des inquiétudes et commençait à y avoir 2-3 conflits, mais ça va, quoi. Quand tu compares à la crise monumentale qu'on vit depuis 3 ans avec toute cette insécurité, sociologiquement, être ado en ce moment ou jeune, je pense aussi aux jeunes de 20 ans, ça se coupe beaucoup. Moi, je suis très attachée à la cause des jeunes. Dolto, elle parle de la cause des enfants, j'ai envie de parler de la cause des jeunes pour inclure aussi ces jeunes de 20 ans, et c'est l'avenir de l'humanité. Donc, comment on peut prendre soin d'eux en prenant soin donc de leurs parents quand c'est des enfants. Quand c'est des ados, c'est un peu différent. Je pondère ce que j'ai dit tout à l'heure. Des ados, parfois, si les parents ils peuvent pas avoir le recul, tu vois, pour prendre soin d'eux, vaut mieux s'occuper que de l'ado. Parce que c'est déjà un jeune avec plein de capacités cognitives, émotionnelles, et il voudra même mettre son focus là-dessus, quoi. Et alors, j'avais lu quelque part que quand tu étais l'enfant préféré ou quand tu avais des compétences un peu particulières, la relation aux parents faisait que tu pouvais arriver dans un style d'attachement anxieux. Est-ce que tu valides ça? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Probablement que ça doit faire référence à des situations où l'enfant, parce qu'il a des compétences un peu atypiques qui sont décelées rapidement, va être surinvesti sur ça en omettant que on est des êtres pluriels avec tellement de couches. Donc on peut être par exemple super bon, je sais pas moi, être un super peintre par exemple, avoir des talents très précoces de peinture. Ok, super, mais on est aussi tellement d'autres choses. Et donc il y a parfois des familles où souvent c'est des parents qui sont un peu insécures à l'intérieur d'eux, qui sont un peu en manque peut-être de connaissance d'eux-mêmes et de reconnaissance, et qui vont du coup voir dans le talent de leur enfant un peu comme une prolongation narcissique d'eux-mêmes. Ce qu'on appelle une prolongation narcissique de soi-même, c'est quand
je me sens en fait un peu vide, tu vois, je sais pas trop qui je suis, quelle est ma valeur, qu'est-ce que j'apporte dans ce monde. Donc quelque chose qui est très flottant, insécure. Et là, tout d'un coup, j'ai en face de moi un petit être. En plus, il sort de ma chair, hein, donc on peut avoir le sentiment que c'est moi qui ai créé cet être incroyable. Et Bien du sûr. coup, ça y est, je me sens exister. Hein. Et ça, c'est très mauvais pour les gamins, puisque c'est restreindre un individu à un sujet. C'est toujours mauvais, ça. Hein. C'est comme, tu vois, l'école aujourd'hui est quand même bien malade, hein, comme beaucoup d'institutions en France, parce qu'on ne voit les enfants que par leur capacité intellectuelle. Hein. Ils doivent être capables de régurgiter des connaissances basiques, mais où est le reste, quoi? Où est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, etc. Donc, quand on réduit un individu, quel que soit son âge, à un aspect, c'est toujours problématique, voire toxique. Et dans la continuité, est-ce que l'apparence physique peut avoir un impact? Et je pense en particulier, alors on pourrait imaginer que je vais penser aux personnes qui sont en situation d'obésité, mais en fait je pense aussi aux personnes qui sont particulièrement belles. Parce que, en fait, c'est très étonnant parce que quand tu vois des gens très beaux, des femmes, des hommes, tu te dis naturellement, ils sont hyper confiants en eux, voilà, tout leur arrive, etc., etc. Et en fait, ce que j'observe autour de moi, ce sont déjà des personnes qui sont vraiment très belles, physiquement, j'entends. En fait, il y a beaucoup d'insécurité. Et tu pourrais nous expliquer ça aussi? Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est contre-intuitif, en fait. Oui, c'est tout à fait. Donc c'est exactement les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que là, l'individu, il est réduit à une chose. Alors en plus, c'est pas n'importe quel aspect, puisque c'est l'aspect qui fait la communication entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire à quoi je ressemble. Hein. Et en plus, on est dans une société où c'est très valorisé. Et ça, effectivement, ça peut faire des grandes blessures, à nouveau de manque de reconnaissance de qui je suis vraiment, de manière singulière, sur plein de couches. Et tu vois, ça m'évoque une patiente que j'ai suivie quelques années en cabinet. Une femme, quand j'ai vu, elle devait avoir la trentaine à peu près, très belle, mais vraiment, waouh, la nana où elle rentre dans la pièce, tu vois, c'est fait comme dans les contes de fées, tout le monde se retourne. Vraiment, une posture, une chevelure, un visage, et puis une attitude globale qui fait le waouh, quoi, le waouh effect. Et donc cette femme, elle vient me voir parce qu'il y a multiples problèmes dans sa vie, rien de très très grave, mais quand même beaucoup de choses qui font qu'elle se sent perdue et en grande crise. Et à un moment du suivi, cette dame, elle déclenche ce qu'on appelle une pelade, c'est-à-dire qu'elle va perdre en fait une partie de ses cheveux. Mais parfois, il y a des pelades, tu vois, qui sont pas très visibles. Et puis, des fois, il y a des pelades un peu plus importantes. Ça peut même aller jusqu'à des pelades totales. Hein, donc, on perd une partie des cheveux. Et elle, c'était quand même assez important. Et donc, elle était catastrophée. Parce que, évidemment, en soi, c'est quand même flippant. Encore plus, je pense, pour une femme. Et elle a fait donc multiples traitements chimiques qui ont franchement pas donné grand-chose. Et puis moi, j'ai essayé de l'aider, tu vois, sur un plan plus psychique, plus profond. Et quand il y a un symptôme qui survient comme ça, qu'il soit physique ou psychique, nous, notre boulot de thérapeute, c'est de comprendre la fonction du symptôme. Hein, pourquoi la personne, elle tombe malade, quel que soit le symptôme. Donc, on travaille là-dessus longuement et en fait, on en est arrivé à la conclusion que si son corps a manifesté ça de manière si forte, tu vois, c'était pour vivre l'expérience qu'elle pouvait être aimée, continuer à être aimée, à être appréciée, en perdant un de ses grands atouts. Hein, parce qu'elle était quand même, ça changeait quand même pas mal. Bon, elle restait quand même, moi je trouvais très belle, mais quand même, tu vois, il y avait quelque chose de très très différent. Et le sens du symptôme, c'était ça. C'est est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Est-ce que mon mari va rester avec moi? Est-ce que mes amis vont continuer à me voir pareil? Est-ce qu'au boulot, ça va être pareil si je suis plus la magnifique enfant, jeune fille, puis femme que j'ai toujours été, tu vois? Et ça a été donc très enseignant pour elle. Et puis ça a aussi, juste pour rajouter une petite chose, parce que je pense que ça parlera peut-être à certaines femmes, elle avait aussi une problématique de rivalité avec les femmes. Parce que quand tu es très belle en tant que femme,
C'est compliqué à plein d'endroits. C'est compliqué avec les hommes parce qu'en gros, hein, tu apparais souvent pour un objet de séduction, voire de consommation sexuelle. Et les femmes, en général, voilà, elles t'aiment pas trop, quoi. Hein, t'es un peu la super nana où on veut bien être copine avec toi parce que t'es peut-être un peu du coup t'attires les garçons, mais t'es surtout un danger, quoi. Tu vois. Donc c'est une double sentence quelque part. Donc oui, la beauté peut être loin d'être un cadeau. Ça peut être un truc un peu empoisonné, ouais. Et dans l'autre sens, quand justement tu es en situation de surpoids, est-ce que tu as remarqué des différences dans l'attachement ou pas du tout ? Quand il y a des problématiques de surpoids, donc c'est très souvent, hein, après il peut y avoir des exceptions, mais c'est tout simplement une protection, hein, évidemment. Donc c'est une protection envers le monde extérieur. Et c'est bien sûr une mésestime de soi. C'est souvent aussi une difficulté à être dans son corps. Hein. Parfois il y a eu des traumatismes. Et là, par contre, moi, j'ai vu autant d'attachements anxieux que évitants ou désorganisés. Hein. Après, ça peut vraiment varier. Autour de cette apparence, quoi. La question qui me vient juste après, évidemment, parce que bon, on a parlé des raisons pour lesquelles on pouvait être non sécure, on va dire, tout sauf sécure. C'est comment on fait pour grandir ? Parce j'imagine qu'on peut, même en partant d'une situation anxieuse ou évitante, aller dans un type d'attachement sécure. Comment on fait ça ? C'est-à-dire comment une personne elle peut d'un coup, non pas d'un coup sans doute pas, mais en travaillant sur elle, développer un attachement sécure. Je pense en particulier aux personnes qui sont par exemple maladivement jalouses, ce qui peut arriver naturellement et qui peut détruire un couple, hein, clairement. Oui, donc ça c'est le grand chemin de la sécurisation, hein. C'est-à-dire de développer un attachement peu à peu sécure. Donc le peu à peu est important, hein. Effectivement, c'est pas d'un coup, hein. Il n'y a pas de miracle à cet endroit-là, comme un peu nulle part en psychologie d'ailleurs. Moi, j'ai souvent résumé ça en 3 grandes voies, 3 grands axes de travail. Quel que soit son attachement insécure, hein, qu'on soit anxieux, évitant ou désorganisé, peu importe. La première grande voie, souvent, c'est de trouver en soi des compétences, des talents, tu vois, des choses qui n'appartiennent qu'à nous et qu'on puisse le manifester dans le monde et recevoir enfin de la reconnaissance pour ça. Hein, donc, quelque part, on pourrait dire que c'est grandir en confiance en soi par l'action. Donc là, c'est très divers. Ça peut être, c'est aussi divers qu'il y a d'humain. Hein, donc ça peut être un talent artistique, ça peut être un boulot, ça peut être du militantisme, ça peut être aussi fonder une famille, hein, et faire mieux que ses propres parents, tu vois. Et surtout avoir la reconnaissance de ça, avoir ce que moi j'appelle des gratifications narcissiques. Hein, c'est vraiment positif. Hein. Le mot narcissique parfois est mal compris. Narcissique à la base, c'est l'estime de soi. Et quand on est insécure, on manque beaucoup d'estime de soi. Parce qu'on a beaucoup manqué de plein de choses. Et l'enfant, naturellement, il croit que c'est parce que lui, il est défaillant. Hein. Si papa est pas bien, si maman me crie dessus, si s'est passé ça, c'est que moi, je suis défaillant. Donc c'est que moi, ce que je suis, ça ne va pas. Et tu vois, quand tu commences à découvrir que, toi, quand même, tu sais faire ça, tu sais peindre, tu sais écouter les gens, tu sais résoudre des problèmes informatiques, par exemple, ou toute autre chose, tu vois, et que tu commences à le faire de plus en plus, de manière visible, hein, parce qu'il suffit, si par exemple t'es un super peintre, mais tout ça c'est caché dans une pièce chez toi, ça va pas grandir, ça va pas guérir grand chose, hein, ça va peut-être permettre de décharger émotionnellement des choses sur la toile, mais c'est pas ça la sécurisation de l'attachement. C'est qu'à un moment il y a des gens qui disent waouh, tes peintures, mais c'est incroyable, c'est super, ou merci de ton aide, heureusement que t'es là dans la boîte parce que sans toi, ou merci maman parce que avec toi quand même la vie elle est cool quand je compare à la vie de mes copains, tu vois. Donc, c'est ça la première voie pour moi, c'est la gratification narcissique par rapport à ce que je suis et ce que je fais surtout. Ensuite, il y a tout le grand champ du travail sur soi. Donc là, bien sûr, il y a la psychothérapie, mais pas que. Hein, on n'a pas tous à passer dans le cabinet d'un thérapeute. Hein. Il y a plein de choses à faire par soi-même, tu vois, en lisant des bouquins, en écoutant des podcasts comme le tien, en s'interrogeant, en dialoguant avec nos amis, en ayant, tu vois, cette curiosité envers sa construction psychologique et générale, on va dire, aussi comment le corps a réagi, tu vois. Par exemple,
quand on tombe malade souvent, que c'est un peu toujours le même mode, on fait des bronchites à répétition, ou on a régulièrement mal au dos, ou il y a toujours un truc qui se déglingue à un endroit, c'est pas mal de se dire mais pourquoi ? Là, c'est ça la curiosité. C'est ça que j'appelle le travail sur soi en général. C'est d'aller comprendre qui je suis, comment je me suis construit, et d'aller, bien sûr, soigner les parties qui sont encore blessées. Donc là, c'est tout un travail qui parfois nécessite quelqu'un, pour le coup, quand c'est des choses graves, de nettoyage des traumatismes et d'apaisement, tu vois, apaisement des émotions, apaisement des croyances limitantes, etc. Et puis enfin, la troisième grande voie, c'est de développer peu à peu des relations sécures. Puisque quand tu as été insécure, par définition, tu as eu majoritairement des relations insécures avec les autres, en priorité donc les parents, mais pas que. Après, ça peut être avoir cumulé que des relations amicales hyper compliquées, voire toxiques. Puis le premier amoureux, lui aussi, c'était la catégorie toxique, et ainsi de suite. Et peu à peu, grâce notamment au travail sur soi et grâce à la prise de confiance en soi, les deux premières voies, de commencer à changer son spectre relationnel, d'avoir peu à peu des amis un peu moins déglingues, un conjoint qui est plus respectueux, qui m'écoute. Ça peut être aussi des relations avec des thérapeutes aussi, d'avoir j'ai enfin une psy qui m'écoute vraiment. Ça me change de ceux d'avant, parce qu'il faut pas se leurrer, il y a tout aussi dans le monde des thérapeutes, tu vois. Donc globalement, de développer des relations plus sécurisantes, plus justes, plus respectueuses de soi, de l'autre, et qui peu à peu en fait viennent guérir les blessures d'origine qui sont les blessures d'attachement. Et ça peu à peu, ça, on dit que ça change les modèles internes. C'est-à-dire que ça change, tu vois, ta représentation de soi, de l'autre et du monde, vers plus de sécurité. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu te poses toujours la question de savoir comment tu peux développer parce que c'est pas un truc qui est dit sur toi et que tu peux pas faire évoluer. La question que j'ai derrière, c'est une fois que tu as plus ou moins réussi un des trois, voire les trois, est-ce que tu peux pas... moi, j'ai l'impression que c'est mon cas, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Si on te trigger, je sais pas comment dire en français, c'est-à-dire on te déclenche, voilà, merci. Est-ce que tu peux pas retourner dans un style soit anxieux, soit évitant en fonction, enfin en tout cas insécure, en fonction du déclenchement qu'on te fait? Si, bien sûr. Donc, déjà, les trois grandes voies, juste pour préciser, c'est un peu les trois en même temps, quoi. Ou alors, peut-être on commence par l'une, mais l'autre arrive. C'est vraiment une alchimie des trois. Et c'est tout ça, et puis ça se travaille dans le temps, quoi. Et donc, par rapport à ta question, bien sûr que même si on est plus sécure qu'avant, on va rester sensible à des endroits. Et ça, c'est encore plus vrai quand on a été très insécure. Moi, j'ai travaillé 10 ans en psychiatrie, donc j'ai vu des gens très insécures. Certains sont restés très insécures, mais j'en ai vu, Dieu merci, vraiment aller mieux, quoi, se sécuriser. Mais il va rester parfois toute la vie, et c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est juste ainsi, des zones, tu vois, vulnérables, sensibles, et qui peuvent être déclenchées typiquement par des choses qui sont difficiles, comme une rupture amoureuse, un deuil, une remarque vraiment pas cool de quelqu'un dont la vie t'importe beaucoup, tu vois. Toutes sortes de déclencheurs comme ça qui peuvent te faire basculer dans une insécurité qui peut durer soit juste peut-être même juste quelques minutes, ou juste tout d'un coup t'es super mal, mais en fait tu te récupères vite. Ça peut être quelques heures, voire beaucoup plus. Ça dépend un peu de où t'en es de ton chemin de sécurisation et de guérison, mais on peut rebasculer, par exemple, pendant plusieurs semaines dans quelque chose d'une crise de désespoir parce que notre figure d'attachement, par exemple, meurt. Et imagine quelqu'un qui a grandi dans une famille très compliquée, beaucoup de traumas, beaucoup de souffrances, et puis petit à petit, tu vois, elle s'est reconstruite, elle a fait de la thérapie, elle a trouvé une voie qui lui va bien, elle rencontre enfin quelqu'un qui est respectueux, les choses s'installent, enfin la vie se pose, tu vois, la sécurité donc est de plus en plus présente, et cette personne décède. C'est un gros trauma. Donc déjà c'est un trauma en soi de perdre une figure d'attachement. Donc le deuil est juste normal et fait partie de la vie. Et en plus, si c'était la figure d'attachement qui a été un vrai pilier de reconstruction, ça va être encore plus dur. Mais si la personne s'est sécurisée quand même suffisamment, en fait, elle va vivre un moment difficile,
mais elle a acquis la capacité notamment à demander de l'aide. C'est un des grands critères d'un attachement sécure acquis, parce que c'est comme ça qu'on dit, sécure acquis, c'est est-ce que je suis capable de demander de l'aide quand je vais pas bien, et est-ce que je suis capable aussi de la recevoir, tu vois. Les évitants, ils ont beaucoup de mal à faire les deux, eux, pour le coup, et les anxieux aussi, mais ça paraît pas évident pour les anxieux, mais en fait, les anxieux, si tu veux, ils demandent de l'aide à tout le monde et pour n'importe quoi. En gros, tu vois. Et puis c'est jamais suffisant. Donc ils reçoivent pas vraiment parce que c'est comme un peu des puits sans fond parfois, en tout cas les grands anxieux. Donc ils sont pas encore capables de ça, tu vois. Mais quand t'as guéri de ça et que t'es capable de demander, de recevoir de manière juste et adaptée, la vie et ses soubresauts, parfois très durs, ne va plus te détruire en fait. Elle va t'impacter, te déboussoler. Tu vas peut-être être mal, être en arrêt de travail s'il faut, mais tu vas te récupérer, tu vois, comme un roseau qui a flanché, mais qui se redresse, quoi. Et c'est ça l'attachement sécure acquis. Pardon. C'est ça que c'est marrant quand tu parles des personnes qui demandent beaucoup. J'ai l'impression, et je m'inclus dedans, que c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez des personnes qui cherchent une visibilité plus forte que la moyenne. C'est-à-dire les comédiens, les comédiennes, les chanteurs, les chanteuses, les influenceurs, les influenceuses, les podcasteurs, les podcasteuses. Enfin, à partir du moment où tu cherches une forme de visibilité, c'est que derrière... J'ai l'impression, mais enfin c'est mon expérience de vie, je sais pas si c'est vrai, c'est un peu la question, que derrière il y a une forme d'attachement insécure. Oui, moi j'ai souvent vu ça, je suis d'accord. Il s'agirait pas de l'affirmer parce que il y a toujours des exceptions, mais moi j'ai souvent vu effectivement chez des personnes qui trouvent par ces métiers-là une reconnaissance, une visibilité, une guérison de cette part anxieuse qui a beaucoup manqué, et qui retrouve ainsi, tu vois, quelque chose qui, enfin j'existe, enfin on me voit, enfin on s'occupe de moi. Et c'est pour ça que c'est pas du tout à critiquer, c'est à comprendre, et puis c'est à voir comme une voie, tu vois, une voie pour se guérir. Le problème, c'est quand ça devient une voie unique et qui est un puissant fond. Et ça, on voit ça. Alors typiquement dans les médias, le showbiz et tout, c'est truffé de gens où ils peuvent avoir été multi-congratulés par plein de réussites, ça suffit jamais. Et là, c'est comme de la cocaïne, pour le coup. C'est ça. Et c'est plus qu'anxieux là. Dans ce cas-là, c'est désorganisé. Puis t'as souvent des gros traumas derrière, une grande insécurité, tu vois, des choses plus lourdes encore. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un peu de ça. Mais à nouveau, faut pas le voir négativement. C'est une manière de faire face. Et la question qui vient derrière, c'est parce qu'en fait, en t'écoutant parler, je me dis, mais est-ce que Instagram ou de manière plus générale les médias sociaux, ça peut pas créer, bizarrement, même sur des personnes sécures, cette anxiété, c'est-à-dire à un moment donné, quand tu vas sur Instagram, TikTok ou autre, c'est pour être vu aussi, pour être validé par les autres. On cherche tous ça, c'est naturel chez l'humain. Néanmoins, est-ce que ça peut pas te transformer tes liens d'attachement d'une certaine manière ? Non, mais alors là, il y a beaucoup à dire. C'est un peu un drame, en fait, ces réseaux sociaux d'un point de vue psychologique. Et donc, c'est psychosociologique. Donc moi, je suis pas sociologue, donc mes analyses, elles vont être un peu courtes, mais quand même, de ce que je vois, c'est que cette manière qu'on a d'être en relation aujourd'hui, et moi, donc à nouveau, j'ai 2 ados, donc je suis bien confrontée à ça, elle est pathogène, c'est-à-dire qu'elle peut déclencher des pathologies. Pathogène, ça veut dire ça. Ça veut pas dire que c'est pathologique tout le temps, mais ça veut dire que c'est un terrain pour créer des difficultés psychologiques chez les gens. Et notamment, un des grands dangers de tout ce monde-là, c'est le développement de ce qu'on appelle des faux self. C'est les masques. Et on sait bien, alors surtout avec les trucs qui ont l'air sympas, des filtres et des machins. Moi, je vois ça des fois, un gamin qui me montre ça. Bon, en apparence, c'est fun et ludique tout ça. Sauf qu'on sait bien que sur quelqu'un qui est un peu fragilou, enfin, avec tous les filtres, il peut se voir sur un écran et du coup, il pense qu'on va l'aimer ainsi. Donc ça, c'est le développement d'un faux self, c'est un masque social avec tout ce qui va avec, d'inhibition de sa vraie personnalité, de collage à l'autre, de suradaptation, etc. Donc quand on est déjà un peu insécure, c'est très
compliqué, et je parle même pas des phénomènes de cyberharcèlement et tout ça. Et puis quand on est plutôt sécure, hein, puisque c'était ta question, moi je trouve que on est dans quelque chose qui dévie terriblement de ce qu'on devrait apporter à nos gamins, quoi. C'est-à-dire leur apprendre que la vraie vie, c'est avant tout la vraie vie en live aussi, et puis que la vraie vie, c'est surtout de montrer qui on est, quoi. Qui on est vraiment avec nos émotions, etc. Et tout ça dit juste l'inverse. Donc c'est très dur de lutter. Enfin, moi, je vois avec mes gamins, bon, ça va, il y a pire, mais des fois, je vois bien que je lutte, tu vois, contre des maelstroms là énormes qui sont sociétaux, en fait. Et d'ailleurs, il y a même des... Je pense que c'est plus vrai chez les jeunes filles, malheureusement, parce qu'elles sont plus soumises au jugement physique que les hommes par la société. Et on voit des femmes qui vont chez les chirurgiens esthétiques en voulant reproduire un filtre. Enfin, ça peut sembler complètement dingue, mais c'est la réalité quand même d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on voit. C'est dramatique. Je vais aller sur les relations amoureuses. Je pense qu'il y a plein de gens qui attendent aussi cette fameuse question des relations amoureuses. D'abord, la première chose, c'est ce que j'ai lu, c'est que dans le marché de la relation amoureuse, si je peux dire ça comme ça, on retrouve quand même beaucoup de personnes insécures. Parce que la réalité, c'est que la majorité des personnes sécures, elles sont en couple. Donc, du coup, je voulais d'abord savoir si tu validais cet insight ou cette idée. Et ensuite, on va rentrer dans le détail des relations. Oui, bien sûr. Quand tu as un attachement sécure, la relation à l'autre, elle est naturelle. Tu vois, tu t'as été attaché de manière sécure à tes parents, t'as développé des amitiés plutôt sécures, t'es en couple, voilà, à un âge classique, et puis tu vas, ça va être quelque chose d'assez fluide. Quand t'es insécure, c'est tout l'inverse, tu vois, c'est un peu comme une bagnole qui avance pas bien, tu vois, ça avance, ça recule, c'est compliqué, il y a des pannes, tu vois, donc bien sûr que le business des sites de rencontres, des choses comme ça, c'est truffé d'insécures, hein. Qui cherchent ensuite, à se guérir, tu vois, par la relation, ouais. Bien sûr. Et ensuite, est-ce que... Alors, du coup, on va faire les couples. Anxieux, évitant. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? Alors, tout existe déjà, donc tout est possible. Hein, tu as aussi des sécures qui sont en couple avec un anxieux, un évitant. Mais globalement, on va... les sécures vont peut-être en couple avec les sécures, hein, globalement, mais tu as aussi quand même des ponts quand même qui sont... Alors, anxieux, c'est la fusion qui dure longtemps, plus longtemps que les 2-3 ans qui sont... biologiques, hein, voilà, c'est ça, et qui sont liés à la biologie, à la survie de l'espèce, ou les phénomènes d'hormones qui font qu'on reste ensemble pour que quand un bébé arrive, le père soit encore suffisamment là. Enfin bref, tout ça est pas très romantique, mais non, mais c'est la réalité biologique, c'est que 3 ans, c'est le moment où l'enfant il est plus ou moins indépendant, il sait marcher en tout cas. C'est ça. Et donc du coup, les hormones baissent chez tout le monde, donc c'est pour ça où ça devient compliqué, et on commence vraiment ce qu'on appelle l'amour, quoi. Avant, c'est plutôt quelque chose de passionnel, de fusionnel, de biologique. Donc chez les anxieux, on va dire que cette période-là, elle dure souvent un peu plus longtemps, parce qu'ils ont un tel désir d'être en couple, de trouver enfin leur moitié, hein, et c'est vraiment là, ça s'adapte très bien à eux, cette expression ils se sentent tellement en fait incapables, vides, creux, que enfin il y a quelqu'un qui vient me nourrir. Donc du coup, cette période-là, elle va durer plus longtemps, mais inévitablement, à un moment, ça va commencer aussi à grincer. Hein, parce que, de fait, déjà, il y a le quotidien. Alors, pour peu que tu as des enfants, c'est pas simple. Et puis, surtout, souvent, à un moment, il y a un des deux qui va souhaiter autre chose que cette fusion. Donc, il y en a un des deux, quelque part, qui se sécurise, on pourrait le dire comme ça, et qui souhaiterait un peu... par exemple, voir un peu des amis, alors que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on est un peu en fusion. J'aimerais bien aller revoir mes amis d'enfance, j'aimerais bien faire ces activités-là. Du coup, tous les samedis matins, je serai pas là parce que je vais aller chanter à la chorale du village. Ah oui, mais si t'es pas là, nanana. Enfin, voilà. Donc souvent, t'as un souhait d'un des deux de sortir de la fusion. Et là, c'est un peu... ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que
si il y a une communication suffisante et si l'autre est capable d'entendre que ce n'est pas une trahison, un abandon ou un rejet, mais juste quelque chose d'hyper légitime et même très sain en fait, eh ben ça va faire même grandir le couple, ça va faire grandir l'autre qui était un petit peu en retard, on va dire quelque part. Et puis parfois ça casse dans le sens où y en a un des deux qui donc souvent très blessé en fait au fond, qui ne va pas supporter ce changement en fait. Et va le vivre vraiment comme une grande blessure avec tout le drame. Et tu vois, tu parlais de la jalousie pathologique tout à l'heure. Bon, souvent c'est de la désorganisation, hein. C'est pas que de l'anxiété, mais il y a de ça dans la jalousie pathologique. Hein. C'est non, tu es mon objet, tu es celui par lequel je vis en fait. Donc il est impossible que tu ailles voir ailleurs, même regarder quelqu'un d'autre dans la rue, c'est déjà une trahison, c'est déjà un abandon. Et là, évidemment, c'est très compliqué, quoi. Donc ça, c'est les anxieux, tu vois. Après, les évitants, ça, souvent, je dis que c'est les deux rails de la SNCF qui se rencontrent jamais. Mais ça reste possible. Ouais. Et il y en a même, il y a quand même un certain nombre. Alors, j'ai aucune idée des statistiques. Oui, bien sûr. Ça existe, mais moi, de ce que j'observe, les évitants, c'est typiquement des personnes qui se sont trouvées dans un accord d'évitement des grandes émotions. Donc, ça veut pas dire que leurs 3 premières années, c'est flat, hein. Eux aussi, ils sont soumis aux hormones, donc ils peuvent trouver l'autre fantastique, et tout va bien, et Mais eux, une fois passé ce cap-là, tu vois, chacun va rentrer un peu dans sa manière de faire classique, de solitaire un peu, et ça peut très bien fonctionner pendant longtemps. Typiquement, surtout si c'est une famille où donc il y a des tâches à faire, s'occuper des enfants, s'occuper de plein de choses dans la maison, et c'est des couples que moi j'ai souvent vus avec une répartition des tâches très claire et très fonctionnelle. Hein, madame s'occupe de ça, monsieur s'occupe d'autre chose. T'as même des couples, des fois ils s'arrangent pour pas se voir en fait, parce que quelque part c'est au moins ça fonctionne bien. Moi j'avais par exemple 2 amis infirmiers tous les deux en libéral. Ils avaient trouvé ça génial d'avoir des horaires complémentaires, croisés, tu vois, voilà, croisés. Du coup, ils s'occupaient des enfants. Donc effectivement, c'était top pour les enfants. Mais par contre, ils se voyaient jamais. Tu vois. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même problématique parce que tu crées pas une famille pour des enfants. Tu crées une famille d'abord parce que t'es un couple, quoi. Et c'est le ciment de la famille. Donc évitant, c'est ça. Et là, c'est la même chose que les anxieux. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir souvent une crise où l'un des deux va vouloir autre chose. De manière saine, il va vouloir plus de proximité, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on refasse l'amour. Souvent, la sexualité, tu vois, elle diminue, voire même elle disparaît. Hein. Donc, un des deux va être frustré de cette vie de coloc, un peu, tu vois, et demander autre chose. Et là, c'est pareil, ça passe ou ça casse. Si l'autre entend que c'est quelque chose de sain et de légitime et que c'est une source de croissance, bah super, et puis parfois non, et ça peut aboutir, tu vois, sur des séparations parce qu'on n'a pas réussi, tu vois, à évoluer à cet endroit-là, quoi. Et anxieux, anxieux et évitant. Alors, anxieux évitant, bah là, c'est rock'n'roll en général. Ça se trouve aussi assez souvent parce que quelque part, on est attiré, c'est à la fois psychologique et énergétique cette affaire, on est attiré par quelqu'un qui n'a pas ce qu'on a. Enfin, qui a ce qu'on n'a pas, pardon. Pas très clair ma phrase. Qui a ce qui nous manque, en fait. Donc, l'anxieux, inconsciemment, va être attiré par quelqu'un d'évitant parce que celui-ci a une autonomie qu'il n'a pas. Et inversement, l'évitant va être attiré par quelqu'un d'anxieux parce qu'il a un accès aux émotions qu'il n'a pas, tu vois? Donc ça, c'est l'origine de cette création de couple qui peut paraître un peu étrange, hein, parce que les personnes sont très différentes, mais ils se complètent et surtout ils se complètent pour grandir. S'ils arrivent à passer le défi de ce côté très rock'n'roll, parce que ce qui se passe concrètement dans le quotidien de ces gens-là, c'est que l'un appuie sur les blessures de l'autre, l'un active le système d'attachement de l'autre. Concrètement, donc on va repartir sur nos monsieur, madame, là, monsieur évitant, madame anxieuse. Monsieur évitant, il vit pas très bien quand madame anxieuse, elle lui fait des reproches parce qu'il est pas trop à la maison, qu'il fait trop de sport, qu'il bosse trop et qu'il serait bien qu'il soit là, et puis ça fait X temps qu'il m'a pas invité au resto et je sais pas quoi. Lui, il vit ça mal déjà et il va réagir en bon évitant en s'éloignant. Donc par exemple en allant encore plus au sport le soir ou au boulot, ou bon, je fais un peu des caricatures, mais donc du coup madame, comment elle réagit? Bah c'est encore pire pour elle parce qu'elle lui demande de se rapprocher et lui s'en va.
Donc, elle va être encore plus anxieuse, encore plus dans le reproche, encore plus dans, tu vois, le collage. Du coup, lui, il va être encore plus étouffé et ainsi de suite, tu vois. C'est en ça que c'est rock'n'roll parce que ça fait de l'activation réciproque qui peut parfois aller en escalade. Et des fois, tu as des couples en thérapie qui débarquent dans ton cabinet quand tu es thérapeute, où en fait, au début, ça allait plutôt bien, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, et puis à la fin, ils en finissent parfois par se détester, alors qu'ils s'aimaient tellement, juste parce qu'ils sont sur des fréquences complètement opposées. Et c'est pour ça que moi, j'ai à cœur de transmettre l'attachement et les styles d'attachement, parce que dans les couples, ça éclaire vachement de choses, tu vois. On se dit, ah, mais en fait, c'est pas parce qu'il m'aime pas qu'il rentre si tard le soir. C'est juste parce que c'est sa manière à lui de réguler son stress et que peut-être que je le stresse trop aussi, moi, avec mes demandes. Et l'autre, il dira, ah oui, en fait, c'est pas parce qu'elle est hystérique ou folle ou je ne sais quoi. Bon, à nouveau, je caricature, hein. Mais c'est juste parce que elle a beaucoup manqué et elle a besoin que je sois présent pour elle. Et chacun va faire un effort vers l'autre, tu vois. Et ça fait grandir. Et est-ce qu'on peut pas confondre une réponse anxieuse avec de l'amour? C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où, par exemple, je suis anxieux et je rencontre un évitant, donc il s'éloigne de moi, donc en fait, ça va m'attirer parce qu'en fait, ça répond à un truc chez moi. De fond, un trauma, finalement, ça va être un trauma chez moi. Donc, du coup, est-ce que je vais pas confondre l'amour avec un trauma, finalement? Ouais, ben, c'est une grande question. Moi, je crois que l'amour, c'est tellement complexe, en fait. Et bien sûr qu'on va croire on va dire c'est de l'amour. Puis après, on va dire, mais non, en fait, c'est pas de l'amour, c'est juste que j'étais attirée par elle parce que ça guérit mes trucs. Mais pour moi, c'est aussi de l'amour, dans le sens que c'est parce qu'il y a eu cette attirance que je suis allée dans ce couple, que peut-être j'en ai chié des ronds de chapeau, peut-être, mais que ça m'a aussi mis en lumière ce qui allait encore mal chez moi, ce que j'ai pas réglé, ce que j'arrivais pas à voir, et que je vais m'en occuper. Et du coup, je vais grandir d'abord en amour de moi-même, pour après être en amour de l'autre, tu vois. Et c'est en ça que même des relations très toxiques, hyper compliquées, donc ça, t'as ça beaucoup chez les désorganisés, hein, qui se retrouvent beaucoup entre eux, hein, pour le coup, où tu peux te dire, mais mon Dieu, ces gens-là, mais ils se font tellement de mal, mais pourquoi ils font ça? Ben, en fait, ils font ça parce que déjà, ils peuvent pas faire autrement, il y a quelque chose qui est énergétique aussi, mais surtout qui est là pour que, à un moment, ça se guérisse. Mais il faut qu'ils soient aidés, par contre, parce que là, pour le coup, c'est hyper complexe, tu vois, et ça va pas se guérir comme ça. Mais n'empêche que la visée parfois des couples hyper toxiques, pour moi, c'est quand même la guérison, hein, et que moi, j'ai aussi une vision spirituelle de la vie et je crois vraiment que rien n'arrive par hasard et que si tu vis un couple à un moment qui peut être très difficile, juste un peu rock'n'roll ou très toxique, c'est que il y a là une source de guérison. Mais à nouveau, hein, dans les cas graves, il faut être aidé parce que ça peut être parfois vraiment destructeur, quoi. Et justement, quand tu parles des relations toxiques, on parle beaucoup des... c'est quoi l'expression d'ailleurs? Je m'en souviens même plus. C'est des manipulateurs. J'ai plus le mot. Ah, le fameux pervers narcissique. Oui. Est-ce que les anxieux sont pas plus attirés par les pervers narcissiques et l'inverse, et vice-versa d'ailleurs? Alors, que les évitants. Les évitants ou les autres. Alors, ça, c'est une question très intéressante. Les pervers narcissiques, donc déjà, c'est des gens... déjà, il n'y en a pas tant qu'on ne croit. Hein, il faut déjà redire. On a vite fait de résumer les gens dans des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, c'est vraiment quelque chose de très, très grave, très toxique, des constructions psychologiques très cassées. Et tout le monde peut être victime à un moment ou à un autre d'un pervers narcissique. Parce que c'est des maîtres de la manipulation. Et quand je dis tout le monde, c'est y compris les sécures. Parce que les sécures, surtout les sécures innées, c'est-à-dire les sécures telles que je les ai décrites tout à l'heure, qui sont d'origine, on va dire, un peu, eux, ils ont une naïveté, en fait, qui fait qu'ils peuvent se faire berner. Parce que quand t'es sécure innée, quelque part, t'as une enfance plutôt cool, et tu vois pas que le monde, il est pas si cool que ça, qu'il y a des gens qui sont authentiquement méchants, pervers, que le noir existe aussi dans notre vie, et ils peuvent se faire berner, tu vois. Sauf que vu qu'ils sont sécures, ils vont se rendre compte qu'à un moment il y a un truc qui va pas, et surtout ils vont en parler autour d'eux, et ils vont avoir du coup un écho de l'extérieur en disant, tu sais là, ton mec, moi je le sens pas, quoi, ça va pas, quoi. Donc ils vont en sortir plus vite.
Et après, sur les 3 types d'insécures par rapport aux manipulateurs, donc bien sûr, tout à fait raison, hein, les anxieux, c'est les victimes numéro 1. Parce qu'ils sont dans cet agrippement, hein, cet anaclitisme à l'autre, qui fait que ça va très bien marcher sur des anxieux, surtout grands anxieux. Mais les évitants aussi peuvent être victimes des pervers narcissiques, hein, puisqu'à nouveau, ils sont maîtres en la matière. Et les désorganisés, à eux aussi, beaucoup, quoi. Ceux qui s'en sortent le mieux, en fait, c'est les sécures dits acquis, hein, ceux qu'on a décrits tout à l'heure. C'est-à-dire ceux qui sont anciennement insécures, qui ont vécu des trucs durs, qui savent que la vie, c'est pas bisounours, qu'il y a des choses obscures, et qui en sont revenus, par contre, tu vois, et qui ont du coup acquis aussi souvent une assertivité, une confiance en eux, une capacité à dire non, et qui, eux, vont peut-être se faire avoir peut-être au tout début, mais ça va pas durer longtemps. Parce qu'ils ont tous leurs radars qui vont s'éclairer et qui vont dire « danger, quoi, ça va pas ». Je t'ai pas posé la question parce que je connais la réponse, mais je vais te la poser quand même pour l'exercice. Il n'y a pas de différence en fonction de tes préférences sexuelles. C'est-à-dire que si tu es homosexuel ou... Enfin, peu importe tes préférences sexuelles, ça fait pas de différence sur les problématiques d'attachement, on est d'accord ? Aucune. D'accord. Donc je voulais juste traiter le sujet parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure entre hommes et femmes, mais oui, tout ce que j'ai dit, hein, j'ai dit beaucoup hommes et femmes parce que c'est quand même le couple, la majorité des cas, bien sûr. Majoritaire, mais tout ce que j'ai dit, c'est absolument vrai pour les couples homosexuels, tout type de couple. Une autre question que je voulais te poser, sans doute la dernière, qu'est-ce que tu penses de cette tendance à la déconstruction du couple ? Et on voit beaucoup aujourd'hui des gens qui s'intéressent au polyamour en particulier. Je serais très intéressé de comprendre est-ce que c'est juste une tendance qui est une réminiscence des années 60 ou est-ce que c'est un truc, alors je sais pas de ton point de vue, hein, mais naturel, ou est-ce que justement c'est l'expression d'un attachement évitant, d'où ça sort cette tendance du polyamour ? Écoute, j'ai pas étudié le sujet en manière précise, mais bon, je vais juste dire mon ressenti qui ne vaut que ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Alors il y a sûrement un effet de mode, hein, sûrement, ça paraît assez évident. Il y a aussi probablement pour moi une part d'évitement, hein, c'est-à-dire que d'être en couple avec plusieurs personnes, de s'attacher avec plusieurs personnes, c'est aussi une manière de ne s'attacher à aucun d'entre eux de manière privilégiée. Hein. On dit que un adulte, pour avoir une vie sécure au niveau de l'attachement, il a entre 2 et 4-5 figures d'attachement principales. Hein. 2-4 surtout. Donc, tu mets là-dedans le conjoint, la conjointe, hein, quand il y en a. Les amis fidèles, donc c'est peut-être 2 personnes, maxi. Un frère ou une sœur. Hein, la fratrie, quand t'es adulte, peut être aussi une source de sécurité. Et éventuellement, parfois, il y en a qui vont y mettre un thérapeute, tu vois, quand ça peut être pendant des années quelqu'un. Ça peut être encore les parents quand on est encore jeune adulte, tu vois, mais à un moment, ça doit basculer sur autre chose, tu vois. Et c'est jamais les enfants, hein. Sauf en toute fin de vie, mais là, c'est encore autre chose. Bon, bref. Donc, pour revenir au polyamour, moi, j'aurais tendance à penser il peut y avoir de ça. En tout cas, il faudrait le regarder de près. Tu vois, j'avais jamais eu le cas, mais si j'avais un patient qui se présentait avec ça, moi, j'irais voir quand même. Hein, quelle est vraiment sa conception de l'attachement? Ça m'interrogerait beaucoup et je creuserais cette histoire d'évitement potentiel. Et puis enfin, pour être complète, ce qui me vient, c'est que peut-être que le polyamour est une forme d'attachement sécure très élevée, que certains humains peuvent peut-être atteindre dans un attachement, en fait, c'est même plus de l'attachement, c'est un amour inconditionnel des autres, tu vois, dans quelque chose qui est pour le coup plus que psychologique, qui serait spirituel, hein, qu'on serait capable d'aimer autant plusieurs personnes. Hein, et là, il y a quelque chose qui est peut-être très élevé d'un point de vue de l'évolution psychospirituelle, et peut-être qu'il y a des gens qui sont là. Mais perso, j'en ai jamais rencontré, mais à nouveau, je n'ai pas vraiment creusé le sujet. Mais je laisserai ça ouvert quand même, tu vois. Ça me fait penser au bouquin L'île des gauchers de Alexandre Jardin. Je sais pas si tu as lu ce bouquin. Non, mais je suis gaucher. Dans ce bouquin, donc c'est un roman, mais c'est un vrai essai en fait philosophique. Il parle d'une vision de l'amour de ce type-là, très ouvert en fait, et donc c'est une fiction, hein, donc quelque chose qui est très très poétique aussi,
où le couple vivrait un polyamour dans quelque chose de très respectueux de tout le monde. Et c'est très, très chouette, c'est très porteur. Et moi, je crois que ça peut exister. Mais l'humain, là, en 2022, franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont capables de ça. Oui, non. Je me demandais aussi si ça pouvait pas être un anxieux. À partir du moment où tu as plusieurs figures d'attachement, bah, tu peux pas vraiment être abandonné parce qu'il y en a toujours un autre pour te récupérer quelque part. Anxieux ou évitant, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça pourrait être ça. Super. C'était génial. Merci beaucoup, Gwenaëlle. La dernière question, naturellement, pour le podcast, c'est comme le podcast s'appelle Vlan, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Mais moi, je claquerais bien la porte aux idées préconçues que je vois beaucoup dans les couples et donc aussi sur nous-mêmes, sur par exemple les évitants, tu vois, ils ont des idées souvent très préconçues sur ce qu'ils sont et sur ce qu'est l'autre, hein. Mais les anxieux aussi. Et ce que j'aime beaucoup dans l'attachement, c'est pour ça que je me passionne là-dessus, c'est que au premier abord c'est simple et en même temps c'est super complexe et subtil et c'est vraiment tout sauf des idées reçues et des raccourcis. C'est un domaine, moi ça fait 10 ans à peu près que je m'intéresse à ça, mais j'apprends des trucs tous les jours. Et plus on est fin, moins on est dans le raccourci, plus on grandit en fait à nouveau. Le monde n'est pas noir et blanc, il est plein de nuances. Non, surtout pas, plein de couleurs. Parfait, merci beaucoup Gwenaëlle. Avec plaisir, merci à toi à nouveau pour l'invitation. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.